Mesdames, Messieurs, en décembre 2025, aucun hommage officiel n'a été rendu à sa mémoire à la télévision nationale. Pourtant, Roger Loumont avait prêté sa voix à des centaines de films et foulé les planches avec les plus grands. Son décès, survenu le 4 décembre à l'âge de 91 ans, n'a été relayé que par quelques sites spécialisés et notes discrètes dans la presse. Cet oubli collectif interroge. Comment un homme qui a consacré toute sa vie à la scène, à l'écran et à l'ombre du doublage a-t-il pu disparaître dans un tel silence médiatique ? Dans ces dernières années, Roger Loumont vivait loin des caméras, dans une petite résidence à Paris, sans projecteur, sans paillettes, entouré seulement de souvenirs d'une carrière qui avait traversé plus de 5 décennies. Un homme du métier, respecté de ses pairs mais ignoré du grand public, jusqu'à son dernier souffle. Roger Loumont est né le 21 février 1934 à Les Lilas, en région parisienne. Fils d'un modeste employé de mairie et d'une mère couturière, il grandit dans un environnement ouvrier sans lien direct avec le monde artistique. Pourtant, dès l'adolescence, il développe un goût prononcé pour le théâtre, souvent nourri par les pièces radiophoniques qu'il écoutait en cachette. Cette passion le pousse à s'inscrire au prestigieux Cours Simon, une école d'art dramatique parisienne qui a formé plusieurs générations de comédiens. En 1963, il y décroche le premier prix Marcel Achard, une récompense rarement attribuée qui le distingue immédiatement auprès des metteurs en scène. Ce prix devient un tremplin décisif. La même année, il est recruté pour jouer dans La Grosse Valse, une pièce populaire mise en scène par Paul Lederman, où il partage l'affiche avec des figures du théâtre français. Cette première grande expérience scénique lui ouvre les portes de la profession. Durant les années 60 et 70, Roger Loumont multiplie les apparitions au théâtre, alternant les rôles comiques et dramatiques avec une aisance qui impressionne ses collègues. Son jeu, subtil et nuancé, fait de lui un partenaire de choix, bien qu'il reste encore peu connu du grand public. À partir des années 70, il amorce un virage vers le cinéma. Il enchaîne les rôles secondaires dans des films de genre, des comédies populaires et même quelques drames d'auteur. Parmi ses collaborations notables figurent des apparitions dans des productions de Claude Zidi, Michel Audiard ou encore Jean-Yann. Son visage devient familier sans que son nom n'éclate vraiment au premier plan. C'est dans cette discrétion que Roger Loumont excelle. Il devient un homme de l'ombre, celui qu'on reconnaît mais qu'on ne cite pas toujours. Mais sa carrière ne se limite pas à l'écran. Dès les années 80, il s'oriente également vers le monde du doublage, une activité encore marginale mais en pleine structuration. Loumont y trouve une nouvelle voie d'expression. Il intègre l'équipe de Synchro France, une société spécialisée dans le doublage et la post-production. Grâce à sa diction parfaite, son oreille musicale et sa culture cinématographique, il devient rapidement une figure incontournable de la direction artistique. Il supervise le doublage de séries télévisées, dirige des comédiens dans des adaptations complexes et participe activement à la structuration de standards professionnels dans le métier. Son travail dans l'ombre est salué par ses pairs. Il devient une référence dans les cercles du doublage, notamment pour sa rigueur et son souci du détail. De nombreuses voix françaises de grands films américains ou italiens sont passées sous sa direction. Il a également formé plusieurs comédiens aujourd'hui reconnus, leur transmettant une éthique de travail exigeante et respectueuse de l'œuvre originale. Malgré cette reconnaissance dans les milieux professionnels, Roger Loumont reste largement inconnu du grand public. Il n'en a jamais exprimé d'amertume. Dans une interview confidentielle accordée à une revue spécialisée en 2009, il déclarait simplement « J'ai fait ce que j'aimais, à mon rythme. Je n'ai pas cherché la lumière, j'ai cherché la justesse. » Son parcours, à la croisée du théâtre, du cinéma et de la voix, témoigne d'une rare fidélité au métier. Il n'a jamais quitté la scène artistique, même lorsqu'il s'éloignait des projecteurs. Une carrière discrète, mais profonde, marquée par la constance, la polyvalence et l'amour du travail bien fait. Malgré une carrière riche et éclectique, Roger Loumont n'a jamais vraiment accédé au statut de vedette. Cette semi-invisibilité, parfois pesante, a été une source de frustration dans les années 1980, alors qu'il voyait certains de ses contemporains, aux talents parfois plus limités, atteindre les plateaux de télévision et les premières pages de la presse. Selon un témoignage recueilli dans les coulisses du studio Synchro France, Loumont aurait confié un jour « Le problème, ce n'est pas d'être dans l'ombre, c'est de ne jamais voir la lumière, même quand on la mérite. » L'une des blessures les plus notables de sa carrière reste sa tentative manquée de mettre en scène une pièce de théâtre en 1987. Intitulée « L'envers du décor », la pièce devait être sa grande œuvre personnelle, un regard acide sur le monde du spectacle. Malgré plusieurs semaines de répétition,
La production est brutalement annulée, faute de financement. Le projet, auquel il tenait profondément, ne verra jamais le jour. Cette déconvenue le marque durablement, et il n'évoquera plus jamais en public ses ambitions personnelles en tant qu'auteur ou metteur en scène. La décennie suivante, les années 1990, apporte son lot d'ombre. Alors que le monde du doublage connaît une transformation profonde, avec l'arrivée de nouvelles technologies numériques, Lumon, artisan d'une époque plus analogique, peine à s'adapter. Il se retrouve écarté de certains projets majeurs, remplacé par des profils plus jeunes, plus bancables, selon les mots d'un directeur de production, cité par le journal du doublage. Cette mise à l'écart progressive génère chez lui un sentiment d'injustice, renforcé par le silence poli de certains collègues avec qui il avait pourtant partagé des années de complicité. Par ailleurs, plusieurs conflits professionnels éclatent en interne à Synchro France. En 1998, un courrier interne mentionne une tension entre Lumon et une jeune directrice artistique autour d'un projet de doublage de série policière. Bien que les détails restent flous, cette altercation aurait conduit à son retrait temporaire de l'activité pendant près de 8 mois. Certains parlent d'un sabbat volontaire, d'autres d'une exclusion déguisée. Quoi qu'il en soit, cet épisode affaiblit sa position dans un milieu qu'il avait contribué à structurer. Sur le plan personnel, Roger Lumon reste un homme discret, mais certaines rumeurs ont circulé dans les cercles artistiques. Dans les années 70, une liaison supposée avec une actrice de renom, aujourd'hui décédée, aurait fait couler un peu d'encre dans les couloirs du théâtre de la Michaudière. Aucune confirmation n'a jamais été donnée, mais cette histoire a alimenté une image de cœur secret qu'il n'a jamais cherché à dissiper. Célibataire assumé, sans enfant connu, Lumon a toujours évité les mondanités, préférant les dîners intimes entre amis fidèles aux grandes soirées de gala. Le début des années 2000 marque un retour timide mais sincère. Quelques apparitions dans des courts-métrages d'auteurs, des interventions dans des documentaires sur le doublage et même une participation surprise à un festival de la voix à Avignon en 2006. Il y est acclamé pour une masterclass où il raconte les coulisses du doublage de grands classiques du cinéma italien. Ce moment, filmé par une chaîne locale, est devenu viral bien plus tard, après sa mort. Mais malgré cette reconnaissance tardive, Roger Lumon ne pourra jamais tout à fait effacer le goût d'amertume lié à une reconnaissance nationale absente. En 2011, dans un entretien accordé à un podcast confidentiel sur les métiers de l'ombre, il lâchait « J'ai été un ouvrier de l'émotion, mais le pays ne célèbre que les architectes ». Cette phrase, qui est restée dans les mémoires de ceux qui l'ont entendue, incarna seul le paradoxe d'un homme essentiel, mais effacé. Et pourtant, c'est peut-être dans ce retrait que réside sa plus grande force. Ne jamais avoir cédé à la colère publique, ne jamais avoir trahi le métier pour briller. Un homme droit, profondément attaché à la vérité du jeu, au respect des textes, à la fidélité des interprétations. Un homme de principe qui aura souffert en silence d'un monde qui célèbre plus facilement l'image que la voix. Les dernières années de Roger Lumon furent marquées par une discrétion presque totale. Après 2015, il se retire définitivement des studios de doublage, invoquant une fatigue persistante et une perte progressive de l'audition, essentielle pour son travail minutieux. Il cesse également toute activité scénique et publique. C'est dans un modeste appartement situé dans le 14e arrondissement de Paris, non loin du cimetière de Montparnasse, qu'il choisit de vivre ses dernières années, entouré d'archives personnelles, de photographies de plateaux et de scripts annotés à la main. Il n'était plus sollicité pour des événements culturels, et son nom avait pratiquement disparu des circuits médiatiques. Pourtant, il n'était pas tout à fait seul. Une ancienne collaboratrice de Synchro France, Sabine, elle, lui rendait visite régulièrement. Dans un court message publié après sa mort, elle écrivait « Roger n'attendait plus grand-chose, mais il écoutait encore les vieux enregistrements avec émotion. » Selon ses confidences, Lumon avait développé une forme d'arthrite limitant ses déplacements, l'obligeant à refuser plusieurs invitations pour des festivals ou rencontres de professionnels. Sa santé déclinait doucement, sans hospitalisation majeure connue du public. Il ne parlait presque plus de son passé, sauf lorsqu'on évoquait certaines scènes marquantes de théâtre. Dans l'un de ses derniers entretiens privés, recueilli par un étudiant en cinéma pour un mémoire de master, il déclare « Ce n'est pas le rôle qu'on joue qui compte, c'est ce qui reste dans l'oreille des autres ». Roger Lumon a traversé la pandémie de Covid-19 dans une solitude accrue. Trop âgé pour les technologies de visio, peu à l'aise avec les téléphones récents, il entretient alors surtout une correspondance écrite avec quelques anciens camarades de plateau.
Une lettre retrouvée par sa nièce après sa mort témoigne d'une lucidité rare. « Je suis comme un personnage, on attend de sa dernière scène, mais personne ne m'a encore remis le script. » Cette phrase simple et mélancolique résume la conscience aiguë qu'il avait de son effacement. À cette époque, Lumon s'intéresse encore à l'évolution du doublage. Il écoute parfois des versions françaises de séries actuelles, souvent avec sévérité. Il note dans un carnet personnel « Trop de cris, pas assez de silence ». Son regard critique et exigeant ne l'a jamais quitté. Il suit également de loin l'actualité du théâtre, notamment les mises en scène contemporaines qui, selon lui, oublient le poids du texte au profit du geste. Un détail mérite d'être relevé. Malgré une carrière de plus de 50 ans, il ne percevait qu'une petite retraite, conséquence de statut précaire longtemps associé au métier du spectacle. Il refusa cependant l'idée d'un appel à solidarité, préférant vivre sobrement. Il n'a jamais exprimé de rancune envers l'institution, seulement une forme de résignation tranquille. Vers 2023, sa santé se fragilise davantage. Des proches évoquent des épisodes de confusion, peut-être liés à un début de démence sénile. Aucun diagnostic officiel n'a été communiqué, mais il devient de plus en plus silencieux lors des rares visites qu'il accepte encore. Il passait de longues heures à écouter des vinyles de musique classique ou à relire ses anciens textes de théâtre, souvent à haute voix. Dans les derniers mois de sa vie, ses apparitions dans le quartier se font plus rares. Le concierge de l'immeuble se souvient d'un homme toujours poli, un peu raide, très digne, qui ne demandait jamais rien mais saluait toujours avec chaleur. Cette dignité dans l'ombre fut sans doute sa plus grande force, et sa solitude, à la fin, n'était pas amère ni douloureuse. Elle était simplement la continuité silencieuse d'une vie menée loin du tumulte, mais proche de l'essentiel, le respect du texte, de la voix et du métier. Le mardi 3 décembre 2025 au soir, Roger Lumon ne répond plus aux appels de sa nièce, qui a pour habitude de lui téléphoner chaque début de semaine. Inquiète, elle contacte la gardienne de l'immeuble qui, le lendemain matin, trouve la porte de son appartement verrouillée de l'intérieur. Alertés, les pompiers interviennent en début d'après-midi du 4 décembre. Ils le découvrent allongé dans son fauteuil, vêtu d'un cardigan gris, la radio encore allumée en sourdine sur une station de musique classique. Selon les premiers constats, le décès est survenu de manière naturelle, sans signe de lutte ni de chute. L'horloge murale indiquait 22h14, figée par une panne d'électricité locale durant la nuit, et considérée comme une estimation plausible de l'heure de sa mort. Le médecin du SAMU indique un arrêt cardiaque silencieux. Aucun mot d'adieu n'a été retrouvé, aucun document préparé. Juste un exemplaire usé de Cyrano de Bergerac posé sur la table basse, avec une page cornée au célèbre monologue « C'est un roc, c'est un pic, c'est un cap ». Roger Lumon est mort comme il a vécu, discrètement, dans la pénombre rassurante de ses livres et de ses souvenirs. Il n'a pas été hospitalisé, n'a pas souffert visiblement, et n'a alerté personne. Il est parti dans un calme absolu, à l'image de ces dernières années. Aucun proche n'était à ses côtés, mais ses objets familiers, ses carnets, ses manuscrits annotés, étaient là, comme témoins silencieux. Le premier média à annoncer son décès est Le Film Français, le 5 décembre au matin. L'information est ensuite relayée brièvement par quelques sites spécialisés, comme Doublage francophone ou Théâtre et Mémoire. Aucun hommage officiel n'a été organisé, pas de message du ministère de la Culture, ni de segments dédiés dans les grands journaux télévisés. Seuls quelques professionnels du doublage et du théâtre ont partagé leur tristesse sur les réseaux sociaux. L'actrice et doubleuse Dominique Collignon-Morin écrit « Roger était une voix de velours, un maître de la discrétion. Il nous a appris à écouter avant de parler. » Un ancien ingénieur de son se souvient « Il pouvait relire une ligne 10 fois pour la rendre invisible, fluide, juste. C'est un art qui meurt un peu avec lui. » Le 9 décembre 2025, ses cendres sont déposées au columbarium du cimetière du Père-Lachaise. La cérémonie, intime, réunit une quinzaine de personnes. Pas de discours officiel, mais une lecture improvisée de textes qu'il aimait, dont une tirade de l'Avare de Molière, récitée par une ancienne élève. Aucun enregistrement n'en existe, seulement les souvenirs de ceux qui étaient là. Ce jour-là, dans le froid hivernal parisien, un homme du silence a été confié à l'oubli avec la même élégance qu'il avait mis dans chaque mot prononcé. Aucun projecteur, mais une sincérité rare. C'était peut-être, au fond, le seul hommage qu'il aurait accepté. Roger Lumon ne laisse ni enfant, ni testament public, ni fortune notable. Ses modestes économies ont été léguées à sa nièce,
unique héritière désignée. Son appartement, loué depuis plus de 20 ans, a été restitué à la ville sans conflit juridique. Sa véritable richesse, c'était sa voix, ses manuscrits annotés et les souvenirs laissés dans la mémoire de ceux qui ont croisé sa route, souvent dans l'ombre. Les hommages furent rares mais profonds. Quelques articles, une émission de radio nocturne dédiée aux voix oubliées du doublage, un encadré discret dans le Figaro Culture. Aucun scandale posthume, aucune révélation, seulement un silence persistant, celui qu'il avait choisi. Certains anciens collègues, indignés par l'indifférence institutionnelle, ont lancé une pétition symbolique pour qu'une salle de répétition porte son nom, sans réponse à ce jour. Mais au fond, la question demeure: combien d'artisans comme Roger Lumont traversent l'histoire sans jamais y figurer? Et si la grandeur d'un homme se mesurait non pas à son exposition, mais à la fidélité invisible de son travail? Ceux qui l'ont écouté n'ont pas oublié, et peut-être est-ce cela, au fond, l'écho le plus durable.